Le danger est vraiment minime parce que vos enfants vont être des apparentés du deuxième degré à votre frère. Et donc, le risque est à peu près de 2 à 3%. Donc, 2 à 3 fois plus que la population générale. Le risque est augmenté, mais n'est pas très augmenté. Le plus souvent, oui. Le plus souvent, les patients qui passent par des épisodes psychotiques, en général, vont avoir une conscience de la maladie et du fait qu'ils étaient déconnectés de la réalité en un certain moment de leur maladie. Il y a même certains qui disent que les patients psychotiques tiennent un double registre. Et donc, ils sont toujours entre cette réalité et cette irréalité, cette déconnexion et cette connexion avec la réalité. Maintenant, il y a quelques patients qui vraiment n'arrivent pas à se connecter à la réalité et ils vont vivre avec le délire pendant toute leur vie. Certains vont dire que le délire le délire, ce sont des idées fausses. Moi, je voudrais dire que plus je conçois le délire comme des idées alternatives. À mon avis, on est mieux de considérer les délires comme étant des idées alternatives qui sont certainement non fonctionnelles et qui n'aident pas le patient à s'adapter dans la société. Mais par contre, en travaillant avec cette idée-là, on peut petit à petit amener le patient à considérer qu'effectivement, ces idées sont alternatives et qui ne sont pas fonctionnelles. C'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'il faut définir c'est quoi le terme de guérison. C'est quoi guérir? Vous savez, en médecine, on commence les études médicales en général avec l'espoir de guérir tout le monde. On finit l'école en disant qu'on va guérir la moitié et on finit sa carrière en disant qu'on a guéri très peu de gens. Mais par contre, on a aidé beaucoup de monde. Okay? La guérison est une question qui est extrêmement complexe. Et quand on prend la majorité de la pathologie humaine, la majorité des maladies humaines, on guérit très peu. On ne guérit pas le diabète, on ne guérit pas l'hypertension artérielle, on ne guérit pas les arthroses, on ne guérit pas, etc., etc. Vous pouvez nommer. Et la majorité des maladies de l'âge adulte ne sont pas guérissables. Elles sont traitables. On peut réduire les symptômes pour aider la personne à prendre contrôle de sa vie et à avancer. C'est ça l'idée fondamentale. Alors, est-ce que la schizophrénie est guérissable? Est-ce que lorsqu'on a la schizophrénie, est-ce que c'est à vie ou pas? Ce que je peux dire, c'est que les symptômes de la schizophrénie vont être contrôlés et la personne peut arriver à réinvestir sa vie entièrement et pleinement. C'est plus ou moins difficile en fonction des cas, mais ça peut arriver. Maintenant, il y a, comme je vous ai dit, quelques cas qui passent par des épisodes psychotiques qui sont sévères et qui peuvent se remettre complètement pendant tout le reste de la vie. Et on peut observer des rémissions complètes, particulièrement quand on se protège des stress, particulièrement quand on se protège des toxiques, surtout les drogues. Ça permet quand même de réduire de manière très substantielle le risque de rechute. Quand on voit qu'on est beaucoup plus fragile, on est plus anxieux, à ce moment-là, il faut faire très attention. L'aide psychologique peut être extrêmement importante. Quand on est dans une situation difficile, vous allez voir votre intervenant. Lui parler, qu'il permette de vous remettre la situation dans une perspective différente, ça peut vous aider. Tout ça, ce sont des facteurs qui aident. Guérison, oui, dans quelques cas. Amélioration, oui, dans beaucoup de cas. Il reste encore quelques cas qui sont réfractaires, c'est vrai, où la fonction peut être altérée malgré nos interventions et de manière durable. Certainement, le lithium a été une révolution dans le traitement de la maladie bipolaire. C'est un médecin australien qui a constaté que les gens qui prennent de lithium avaient une humeur plus égale et donc il a promu cette idée et depuis, le lithium est devenu une molécule qui est principale dans le traitement de la maladie bipolaire. Donc oui, on traite la maladie bipolaire par le lithium. Les effets secondaires du lithium, l'un des effets secondaires le plus important, c'est l'intoxication au lithium. Donc il faut contrôler le taux de lithémie.
qui doit être vraiment contrôlé de manière très précise. Et puis, il y a d'autres effets secondaires comme les tremblements, comme la prise de poids, comme un autre effet secondaire dont souvent souffrent les patients qui ont connu des épisodes maniaques, c'est que quand leur humeur est égale, ils ont une grande nostalgie à la manie. Parce que l'état maniaque est quand même un état qui entraîne une certaine jovialité, une expérience très positive. Donc ça aussi, les patients peuvent sentir cet effet secondaire, c'est un peu la platitude affective qu'on peut observer chez certains patients qui prennent du lithium. Il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à travailler normalement et à mener une vie normale avec la schizophrénie, tant et aussi longtemps qu'ils prennent le traitement de manière régulière. Dans d'autres situations, la capacité de travailler est nettement diminuée. Oui, c'est une question qui est très intéressante et c'est une question avec laquelle on se débat tout le temps. Je pense que le premier élément à faire, c'est essayer d'engager la personne dans le traitement. Vous savez, même quand on a une maladie qui n'est pas aussi sévère que la schizophrénie, on va au médecin et on est diagnostiqué avec un diabète, il nous dit prenez un médicament, ce n'est pas évident de prendre ça. Alors si vous venez à un jeune de 18 ans et vous lui dites vous avez une maladie mentale sévère et prenez ces médicaments, et probablement que le médicament vous allez le prendre pendant toute votre vie, c'est une pilule très difficile à avaler. Donc il faut travailler beaucoup avec le jeune pour qu'on puisse trouver des moyens pour comprendre ou bien pour leur faire comprendre que le traitement peut aider. Et l'une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup dans le programme PEP, c'est vraiment l'engagement. Quelquefois, on passe 6 à 7 mois en train d'engager le patient, aller le rencontrer dans la communauté, prendre un café avec lui, etc. etc. Quelquefois, c'est possible, on arrive à l'amener au traitement. D'autres fois, c'est plus difficile, mais très souvent, on y arrive. L'engagement est très important. Maintenant, on est quelquefois dans une situation où la personne n'est pas dangereuse pour elle-même, n'est pas dangereuse pour autrui, et ne veut pas prendre le traitement. On ne peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de familles qui se fâchent, surtout avec moi, qui travaille aux soins intensifs et à l'urgence à cause de ça. La loi dit, s'il n'est pas dangereux pour lui-même et pour les autres, tu dois le laisser sortir. La famille dit, mais il est malade. Les infirmières et le médecin disent qu'il est malade. Mais la loi dit non, il n'est pas malade pour la loi, il peut être libre. Et la partie qui nous fait blesser, c'est qu'on entend « Ah, il faut le laisser jusqu'à ce qu'il arrive au fond du baril et ramenez-le ». On entend ça souvent à l'urgence. Ce n'est pas agréable de l'entendre ce mot-là, mais les parents sont vraiment furieux à cause de ça. Et quand la personne a plus de 18 ans, c'est ça? Il a le droit de décider est-ce qu'il va prendre le traitement, oui ou non.